On commence. Aujourd'hui, nous allons commencer notre premier cours. Le cours est intitulé par Introduction à la programmation orientée objet du module Programmation orientée objet. Nous allons aborder un volet très important dans la programmation informatique qui est la programmation orientée objet. Donc, il s'agit, si vous voulez, une façon particulière de programmer, donc qui n'est pas spécifique à un certain langage. Par exemple, la programmation orientée objet n'est pas spécifique au langage Java. Donc, on a plusieurs langages qui utilisent le paradigme de la programmation orientée objet. Parmi, on a le Java. Donc, on peut trouver la programmation orientée objet dans d'autres langages de programmation comme le C++, le C#, ainsi de suite, et qui va spécifier votre programme par un certain nombre de propriétés, notamment la maintenabilité, la modularité, ainsi de suite. Donc, il faut mentionner aussi que l'objectif de ce premier cours, intitulé Introduction à la programmation orientée objet, est de comprendre quelques notions importantes de la programmation orientée objet. Donc, ces notions-là sont nécessaires pour qu'on puisse réaliser un programme orienté objet en utilisant le langage Java dans ce qui suit ce qui suit le premier chapitre. Donc, pour commencer, on va revenir à la définition de la programmation procédurale ou bien impérative. Donc, on va faire une comparaison entre la programmation procédurale ainsi que la programmation orientée objet. Donc, pour mener à bien le module de la programmation orientée objet, donc le plan général du cours est constitué par 6 chapitres. Donc, dans le premier chapitre, on va faire une introduction à la programmation orientée objet. Dans le deuxième chapitre, on va présenter les concepts de base de la programmation orientée objet. Le troisième chapitre est consacré à l'héritage, polymorphisme et l'abstraction des classes dans la programmation orientée objet. Le quatrième chapitre est consacré à l'étude des interfaces et implémentation de la POO. Le cinquième chapitre est consacré pour la gestion des exceptions et le dernier chapitre pour la gestion des collections. Donc, le programme étudié dans ce module. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, clairement, madame. D'accord. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Ou là, des ajouts là? Non? Tu termines? Très bien. Alors, pour commencer, donc, selon vous, quel est le principe de la programmation? Donc, donnez-moi. Donc, l'année passée, vous avez étudié la programmation impérative ou la programmation procédurale. Donc, vous avez étudié le langage C. Donc, d'après ce que j'ai tout l'année passée, c'est quoi ou bien quel est le principe de la programmation pour programmer? Qu'est-ce qu'il faut faire
quel est le processus de la programmation? Quel est le point de départ pour réaliser un programme? Un problème. Très bien. Donc, le point de départ, nous avons un problème. Le problème, il se présente par un exercice, par un énoncé, par un texte où on présente notre problématique. Oui ou non? Oui ou non? Oui, oui, madame. D'accord? Donc, vous avez un exercice. L'exercice fait la problématique. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver la solution. Trouver la solution. Comment? Écrire un algorithme. Un algorithme. Ensuite, le traduisez En chaque langage. Programmation. En langage de En- programmation. programme en utilisant Des un certain instructions. langage, très bien, pour aboutir au résultat demandé. Oui ou non? Oui. D'accord? Donc, à partir d'un problème donné, donc, à partir d'un problème donné, qui se résume généralement dans un énoncé de l'exercice, donc, un programme permet de réaliser des traitements sur des données qui se trouvent dans l'énoncé de problème afin de retourner un résultat. D'accord? Donc, comme vous le savez, le traitement est défini par un ensemble de fonctions, ou l'on peut le procédure, ou l'on peut le routine, sous-routine, ainsi de suite. Donc, généralement, les traitements sont réalisés par des fonctions, par des procédures, par des routines, ainsi de suite. Par contre, les données vont être implémentées avec des variables. Donc, le programme qui permet de résoudre un certain problème donné est constitué par les traitements et les données. Donc, les traitements sont représentés par des fonctions, ou bien on dit des méthodes, ou bien des routines. Par contre, les données vont être utilisées dans les traitements afin de trouver un certain résultat qui satisfait le demandeur de l'énoncé. Les données ici sont représentées par quoi? Les traitements sont représentés généralement par des fonctions ou bien des procédures. Et les données sont Par des chiffres. Par des par des chiffres. je pas bien, par des variables, voilà. Donc, les données sont représentées par des variables. Donc, dans un programme, on trouve des variables et on trouve des fonctions, là, des procédures, là, des routines. Là. Donc, les traitements sont représentés par les fonctions et les données sont représentées par les variables. HADA, c'est, si vous voulez, le processus général pour réaliser un programme, allant de la problématique jusqu'à le résultat. Est-ce que c'est clair? Oui. Très Oui, bien. madame. Maintenant, la question qui se pose, est comment se fera l'interaction entre les traitements et les données dans un programme. C'est-à-dire, mon programme est composé par un certain nombre de traitements ainsi que les données. Maintenant, la grande
question qui se pose est que comment on fait l'interaction entre les traitements et les données, c'est-à-dire comment les traitements utilisent les données et comment les données vont être utilisées par les traitements. Donc, on a les traitements pour réaliser les traitements d'un programme. Donc, on va utiliser un certain nombre de fonctions. Donc, dans des langages, on a des fonctions, d'autres langages, on dit des méthodes, d'autres, on dit des routines. Donc, un traitement est composé par plusieurs blocs, par exemple, des fonctions. Par contre, les données se composent par un certain nombre de variables. Donc, alors, la question importante dans la programmation, c'est comment on fait ou bien comment se fera l'interaction entre les fonctions, c'est-à-dire entre les traitements, et les variables, c'est-à-dire les données. Autrement dit, donc comment les fonctions communiquent avec les données, comment les fonctions utilisent les données. Donc, pour trouver un résultat à notre problématique et comment les données sont utilisées par les fonctions. Alors, pour répondre à cette question, pour répondre à cette question, on a plusieurs paradigmes de programmation qu'on peut utiliser afin de faire communiquer les traitements avec les données. Maintenant, c'est quoi un paradigme? Donc, pour réaliser l'interaction entre les traitements et les données, on va utiliser un certain type de paradigme. Donc, paradigme, c'est l'équivalent, par exemple, d'une méthode. Donc, on va utiliser plusieurs méthodes. Mais dans la programmation, on ne dit pas méthode, mais on dit des paradigmes. Un paradigme de programmation. Alors, c'est quoi un paradigme? Un paradigme de programmation. Donc, un paradigme, on peut dire qu'un paradigme, c'est une manière de résoudre un problème. C'est une façon d'aborder un problème. C'est une manière de penser. C'est une caractérisation d'une philosophie de programmation. C'est-à-dire, le paradigme utilisé pour faire communiquer le traitement avec les données, c'est selon le paradigme de la programmation utilisée. Maintenant, quels sont les types de paradigmes de programmation qui se trouvent? Donc, on a plusieurs types de paradigmes de programmation. Donc, on cite quatre types de paradigmes. Donc, on a le premier paradigme, c'est la programmation impérative. La programmation impérative ou bien la programmation procédurale. Donc, le type de la programmation les shiftour l'année passée en L1 au module algo. C'est la programmation C. Donc, la programmation C, le langage C, c'est un langage qui se trouve dans la programmation impérative ou bien la programmation procédurale. Donc, dans la programmation procédurale, un programme se divise par algorithme et structure de données. C'est-à-dire, pour réaliser un programme dans le paradigme de la programmation impérative, donc on a besoin de réaliser un algorithme, l'algorithme pour résoudre le problème donné.
Ensuite, on va utiliser des structures de données afin d'implémenter notre problématique, ou bien afin d'implémenter notre algorithme. Donc, les langages qui sont utilisés dans le paradigme de la programmation impérative, donc on trouve le Pascal, on trouve le langage C et d'autres langages. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, madame. Oui. D'accord. Donc, le deuxième paradigme qu'on a, on a la programmation fonctionnelle. Donc, dans la programmation fonctionnelle, elle adopte une approche de la programmation beaucoup plus mathématique. Donc, ces langages, on a le langage Lisp, MATLAB, Camel. Normalement, vous avez étudié le langage Camel l'année passée, oui ou non? Oui. Oui, madame. Voilà. Donc, HADA, c'est un autre type de programmation, c'est la programmation fonctionnelle. On utilise beaucoup plus la programmation mathématique pure. Donc, on utilise la programmation Camel, on utilise des fonctions. Donc, on fait appel aux fonctions mathématiques pour résoudre des problèmes mathématiques purs. Le troisième paradigme, c'est la programmation logique. Donc ici, dans la programmation logique, la description d'un programme est sous forme de prédicats. Donc, on a des prédicats, que ce soit de premier ordre ou de deuxième ordre. On a un certain nombre de prédicats qui permet de préparer un programme. Le programme HADA, il dit un programme logique. Par exemple, comme langage de programmation logique, on a le Prolog. Donc, le Prolog, c'est un langage de programmation qui permet de créer des programmes logiques. Le quatrième paradigme, on a la programmation orientée objet. Donc, c'est notre cours. Les langages qui sont utilisés dans ce paradigme, donc on a Java, on a C++, on a C# et d'autres programmes qui sont orientés objets. Dans la littérature, on trouve d'autres paradigmes de programmation. Donc, les 4 paradigmes de programmation. On a d'autres paradigmes de programmation, mais pour moi, j'ai concentré seulement sur ces 4 paradigmes parce que vous avez étudié le C, le Camel, peut-être cette année la programmation logique et la programmation orientée objet pour faire la différence entre les paradigmes. C'est-à-dire ici, le paradigme utilisé pour faire communiquer les traitements avec les données, c'est selon le besoin ou bien selon la nature de la problématique que vous avez. Donc, vous pouvez utiliser le paradigme procédural, le paradigme logique, le paradigme fonctionnel, le paradigme orienté objet, ainsi de suite. Donc, c'est selon la nature de votre problématique. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, madame. Très bien. Donc, nous commençons par la programmation impérative. Donc, on prend la programmation impérative ou bien la programmation procédurale. Dans la programmation procédurale, donc un programme est composé de plusieurs procédures ou fonctions. Donc, on dit procédure ou bien fonction, qui effectuent un certain traitement ou bien plusieurs traitements sur les données. C'est-à-dire, dans la programmation impérative, on effectue des traitements sur les données. Donc, il faut bien savoir que dans la programmation procédurale, on donne la priorité numéro 1 au traitement. D'accord? C'est-à-dire, dans la conception, dans le paradigme de la programmation impérative, donc on pense au traitement au premier lieu avant les données.
Donc, les traitements sont réalisés par des fonctions qui vont utiliser les données. C'est-à-dire, dans la programmation impérative, on pense au premier lieu au traitement, c'est-à-dire comment je vais résoudre ma problématique. Ensuite, on pense aux données. Donc, toujours, on demande quels sont les traitements à faire avant de réfléchir sur les données. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. D'accord. Oui, madame, Donc, c'est clair. très bien. Donc, dans ce paradigme, les traitements sont implémentés par des fonctions où chaque fonction réalise un besoin bien précis. C'est-à-dire, par exemple, la première fonction, cette première fonction est utilisée pour réaliser un certain bloc de traitement. La deuxième fonction pour réaliser un autre bloc de traitement qui est séparé par rapport au premier bloc de traitement. Ainsi de suite pour les restes des fonctions. Autre point, il faut savoir que dans la programmation impérative, les fonctions peuvent réaliser des traitements sur des variables globales. Donc, dans la programmation procédurale, on a la notion des variables globales. Donc, ces variables permettent de transmettre des données entre le programme principal et les fonctions. C'est-à-dire permet de transformer des informations entre les variables globales de votre programme et les fonctions de votre programme. Donc, on a, si vous remarquez ici, des flèches, aller et retour. Donc, les fonctions peuvent fournir des variables ou des valeurs ou peuvent modifier les variables globales de votre programme et les variables globales peuvent être utilisées par les fonctions. Donc, on a aller-retour. Donc, il faut savoir dans ce point-là que les variables globales n'existent pas dans la programmation orientée objet. D'accord? Donc, on n'a pas la notion des variables globales dans la programmation orientée objet. Et ça va engendrer un avantage très important à la programmation orientée objet. Pourquoi? Pourquoi l'absence des variables globales dans la programmation orientée objet va engendrer un avantage très important à ce paradigme de programmation? Pourquoi? واش تعرفوا على les variables globales depuis votre expérience en L1 la programmation en langage C? Ils peuvent être utilisés n'importe où. Pardon? Ils peuvent être utilisés n'importe où. Dans le programme, très bien. Ils peuvent être utilisés par n'importe quelle fonction de programme. Et, ou tani, est-ce que créez certaines recommandations sur les variables globales en langage C? Non? Vous voulez dire quoi par recommandation, madame? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des recommandations dans l'utilisation des variables globales? Oui, justement. Tellement ils peuvent être n'importe quelle fonction, donc on recommande de ne pas utiliser les variables globales dans la programmation.
Donc, on recommande, le langage C surtout, on recommande de ne pas utiliser les variables globales dans la programmation. مدام Oui, مدام تما كي نديكلاري في المين في الفونكسيون نديكلاري دي فاريابل تما راهم جلوبال oui, la fonction main. في لا فونكسيون مين. Oui, تقدر ديكلاريهم في لا فونكسيون مين وهذوك لي فاريابل جلوبال تقدر تستعملهم في لي فونكسيون qui se trouvent dans votre programme, c'est-à-dire les variables globales sont visibles par toutes les fonctions de votre programme, que ce soit le main ou là les autres fonctions sont visibles, on peut modifier, on peut supprimer, on peut faire n'importe quelle opération sur ces variables-là. sont مدام بصح globales. مدام بصح نورمالمون لي فاريابل جلوبال يديكلارو قبل المين. Oui. تما نقدروا ما هما نيتيليزوش كيفاش؟ نقدروا ما نيتيليزوش دي فاريابل جلوبال ديريكتومون نخدموا بلي فاريابل في المين Justement, نخدموا بهم في لي فونكسيون. ماشي نقدروا ما نيوتيليزيوهمش. On recommande de ne pas utiliser les variables globales dans la programmation procédurale. Donc, on recommande معناتها ننصح genre ننصحوا باش ما تخدموش بلي variables globales. Donc, on recommande d'éviter l'utilisation des variables globales parce que les variables globales posent beaucoup de problèmes. Justement, le type de problème est que plusieurs fonctions يقدروا يaccéder à la valeur تاع هذيك la variable. Imagine la fonction 1 تبدل في la valeur تاع لا فاريابل هذيك بعد تزيد تجي لا فونكسيون 2 تزيد تبدل فيها دونك لا فونكسيون 1 ما على بالهاش واش خدمت لا فونكسيون 2 si vous voulez c'est un dépôt qui est utilisable par tout le monde c'est-à-dire تجي ليها لا première fonction تبدل في لا فالور تاعها بعد لا deuxième fonction تبدل في لا فالور تاعها ainsi de suite. Donc, si vous voulez, mettre une valeur ou une information fiable. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Donc généralement, la programmation en langage C, on recommande d'éviter d'utiliser les variables globales. Pourquoi? Parce que les variables globales posent beaucoup de problèmes. D'ailleurs, dans la programmation procédurale, toujours on demande d'utiliser des variables locales au lieu d'utiliser des variables globales. Voilà. Aussi, on favorise l'utilisation dans la programmation procédurale, on favorise l'utilisation des fonctions, donc on découpe notre programme à un certain nombre de fonctions, ainsi que l'utilisation de passages des paramètres pour transmettre de l'information entre les fonctions et le programme principal. Donc, au lieu d'utiliser des variables globales, on recommande toujours d'utiliser des fonctions ainsi que le passage des paramètres entre les fonctions et le programme principal. Donc, toujours, il faut éviter les variables globales parce qu'elles engendrent beaucoup de problèmes d'accès aux données. Donc, la programmation orientée objet, on n'a pas la notion des variables globales. Donc, c'est un avantage pour la programmation orientée objet. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Oui. Très bien.
J'arrive, s'il vous plaît, une minute. Alors, je m'excuse. Vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Oui. D'accord. Donc, si on prend par exemple un exemple d'un programme C, donc en orange, on a le programme principal, donc on a la fonction main, donc le mot clé void main, donc void, c'est-à-dire cette fonction ne retourne rien, donc void main, parenthèse ouvrante, le début du programme et parenthèse fermante, la fin de notre programme. Donc, au début, on a les données. Ensuite, on a un certain nombre de fonctions. Par exemple, ici, on a 3 fonctions. Donc, pour réaliser fonction 1, donc, on fait appel au code de la fonction, donc fonction 1. Fonction 1. Donc, on fait appel à la première fonction à l'aide de passage des paramètres. Donc ici, on va utiliser le passage des paramètres. Donc, on fait appel à la fonction sera exécutée. Pour l'exécution de la fonction, de la première fonction, on doit appeler la fonction 4, donc la même chose, donc appel à la fonction 4 en utilisant des paramètres. Donc, si vous remarquez ici, chaque fonction a ces données. Donc, pour réaliser ce traitement-là, on a un certain nombre de données. Donc, la même chose pour la 4e fonction. Donc, pour réaliser ou bien pour exécuter la fonction 4, on a les données ainsi que les traitements. Alors, après avoir demandé la fonction 4, donc, cette fonction 4 va retourner un résultat, d'accord? Et la fonction 1 va retourner un résultat, d'accord? À la fonction main en utilisant toujours des paramètres. Donc, si vous remarquez ici la même chose, par exemple, on a fonction 2, on fait appel à la fonction 2 et cette fonction fait appel à la fonction 5
la fonction 5 va retourner un résultat et la fonction 2 va retourner un résultat à la fonction principale main. Même chose pour la fonction 3. Donc ici, si vous remarquez, on a des appels aux fonctions afin de réaliser un programme C. Dans la programmation C, ou bien le paradigme de la programmation procédurale, on favorise les traitements par rapport aux données. Donc, toujours, on commence on pense par le traitement, mais les données. Donc, on va utiliser les données pour réaliser nos traitements. Voici un exemple d'un programme C qui permet de calculer, par exemple, le triple. Donc, ici, Hadaya, c'est le prototype de la fonction triple qui se trouve avant la fonction principale main. Donc, Hadaya, on a déclaré le prototype. Le prototype est défini par le type de retour, le nom de la fonction et les types des variables seulement, sans indiquer les noms des variables qui se terminent bien sûr par point virgule. Donc, HADA, c'est le prototype d'une fonction. Ensuite, la définition de la fonction se trouve avant la fonction main, donc avant le programme principal. Donc, ici, on a le type de retour, le nom de la fonction, le nom des variables, ainsi que le traitement. Ensuite, dans le programme principal, on fait appel à la fonction main. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? C'est clair, madame. C'est clair. Oui, c'est clair. Très bien. Très bien. Je reviens. Allô? Oui, oui. Oui. Alors, dans la programmation procédurale, c'est un paradigme qui se fonde sur le concept d'appel procédural. Donc, on fait appel toujours et souvent à des fonctions. Donc, une procédure, aussi appelée routine, sous-routine ou une fonction, c'est-à-dire dans la programmation procédurale, on a la notion, donc c'est selon le type de langage de programmation utilisé. Donc, il y a des programmes qui utilisent la notion de procédure, il y a des programmes qui utilisent la notion des routines, il y a des programmes qui utilisent les sous-routines, une fonction, et ainsi de suite. C'est-à-dire, la programmation procédurale, si vous voulez, elle utilise des blocs. Hadouma, les blocs, c'est selon le langage de programmation. Dans chaque langage de programmation, on a la notion
de définition de ces blocs. Donc, n'importe quelle procédure ou fonction peut être appelée à n'importe quelle étape de l'exécution du programme principal, y compris à l'intérieur d'une autre procédure, voire dans la procédure elle-même. Ici, on parle de la notion de récursivité. Ça veut dire, dans la même fonction, on fait appel à la même fonction. Par exemple, ici, par exemple, je fais appel dans cette fonction-là, je fais appel à la fonction 1, c'est-à-dire, par exemple, ici, après avoir dans la définition de la première fonction, donc après avoir exécuté la fonction 4, on fait appel à la même fonction. Donc, ici, on fait appel à la fonction 1. Donc, هذه نسموها la récursivité, c'est-à-dire on fait appel la même fonction dans la même fonction. Ou là, كيما هنايا, on fait appel à une fonction dans une autre fonction et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? C'est clair, madame. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Pour résumer, le programmeur en langage C s'intéresse en priorité au traitement que son programme devra effectuer. Donc, dans la programmation procédurale, comme exemple, dans la programmation en langage C, on s'intéresse beaucoup plus, ou là, au premier lieu, au traitement. Ensuite, on pense aux données dans une seconde priorité. Maintenant, selon vous, d'après Ushna, la programmation procédurale, quels sont les inconvénients de la programmation procédurale? D'après Ushna jusqu'à maintenant, quels sont les inconvénients de la programmation procédurale ou de la programmation impérative? Est-ce que vous pouvez trouver un inconvénient, par exemple, ou là, de synthétiser ce que nous avons vu jusqu'à maintenant? Quels sont les inconvénients de la programmation procédurale? Par exemple, si on définit une fonction qu'on l'utilise beaucoup et il y a Oui. d'autres fonctions qui dépendent de cette fonction, alors si on veut changer quelque chose dans cette fonction, on doit changer beaucoup de choses dans les autres fonctions. Très bien, très bien, très bien. Donc, on a la redondance des données, ou la redondance des traitements. C'est-à-dire, on va modifier dans plusieurs fonctions qui suivent. Oui, Zido. Très bien. D'autres inconvénients. Donc, شفنا le style HADA, le style de la programmation procédurale. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des appels aux fonctions. Donc, quel est l'inconvénient de ce paradigme? Le passage des données. Le passage des données, par exemple. Par exemple, on a quoi comme problème dans les passages des données, dans la programmation à procédurale? chaque fois la donnée من fonction يصير لها لازم كومبيلاتور يكوبيها ويديرها في فاريابل واحد اخر. même donnée. Oui, هذا pour la modification, je veux dire, la modification de la valeur des variables. Oui, madame. L'accès.
Tu parles d'accès aux valeurs. Oui, madame. Oui, c'est un point très important. Oui, ou je vais l'accès. Comment on accède aux valeurs des variables? Comment on accède? Avec une fonction. Est-ce qu'il y a, il y a le contrôle d'accès dans les valeurs des variables dans la programmation procédurale? Est-ce qu'on peut contrôler l'accès? Non. Donc, on n'a pas le contrôle d'accès. إذا ما كانت عندنا variable, par exemple, variable confidentielle, variable اللي ما يقدرش n'importe qui يشوف la valeur ديالها. في la programmation procédurale, on ne peut pas gérer ce type d'accès. Tout le monde يقدر يشوفوا كامل les valeurs des variables, malgré que, par exemple, nous avons une variable qui est confidentielle. Normalement, la valeur n'est pas visible par tout le monde. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui. Oui. Très bien. Donc, comme inconvénient, oui, on peut dire inconvénient de la programmation procédurale. Donc, on a les modifications d'une fonction, ou là, les modifications des fonctions, entraînent d'autres modifications dans d'autres fonctions. Par exemple, si nous avons, qui m'a fait l'exemple, on appelle des fonctions imbriquées ici. Si nous avons appel des fonctions imbriquées, la fonction, imaginons la fonction, l'autre fonction, et ainsi de suite. Si on change, par exemple, quelque chose, la fonction head, par exemple, quand on a un autre niveau d'appel. Si on change quelque chose à ce niveau-là, ça peut engendrer qu'il faut changer ici, et il faut changer ici, et il faut changer ici, ainsi de suite. Parce que les fonctions sont enchaînées entre eux. L'appel des fonctions sont enchaînées entre eux. Donc, ce qui engendre quoi? Donc, les modifications d'une fonction entraînent d'autres modifications dans d'autres fonctions. Pourquoi? Parce que l'appel des fonctions est enchaîné. La fonction dit ou la deuxième fonction dit avant la troisième fonction, et ainsi de suite. Ou la première fonction fournit des données à la deuxième fonction, un certain nombre de données. La deuxième fonction va fournir un autre ensemble de données, et ainsi de suite. Donc, la modification d'un certain point va engendrer la nécessité de la modification de la fonction qui suit. Un autre inconvénient, donc on a la portée d'une modification est trop grande et difficile à gérer. Pourquoi elle est très grande? Parce que on a l'enchaînement entre les fonctions. On a aussi la notion de redondance dans le code. Donc, il se peut que la même chose est codée plusieurs fois dans le programme, surtout lorsqu'il s'agit d'un programme de 1000 lignes là. On ne fait pas attention que la partie, elle a déjà été traitée le problème, il a été déjà traité dans une fonction X, donc et tout ça va engendrer la propagation des erreurs et débordages et débogages difficiles de votre programme. Donc, on a un certain nombre d'inconvénients par rapport à la programmation procédurale. Donc, pour remédier à ces problématiques, ou à ces inconvénients, est-ce qu'il faut oublier le C? Donc, selon vous, est-ce qu'il faut oublier le C?
et passer directement vers la programmation orientée objet ou vers le paradigme de la programmation orientée objet. Est-ce qu'il faut oublier le C? Non, en fait, parce Non, que madame. malgré qu'il a des inconvénients, il a toujours des avantages qu'on peut pas Très trouver les langages de programmation orientés objets. Très bien, très bien, très bien. Donc, il ne faut pas oublier la programmation en langage C, il ne faut pas oublier la programmation procédurale, il ne faut pas négliger ce paradigme de programmation. Donc, toujours, vous allez avoir le choix entre plusieurs paradigmes de programmation, que ce soit logique, que ce soit orienté objet, que ce soit procédural, et ainsi de suite. Mais on choisit le paradigme adéquat avec la problématique traitée. Donc, c'est selon la problématique que vous avez, vous utilisez le paradigme adéquat par rapport à votre problématique étudiée. Est-ce que c'est clair? C'est clair, madame. Très bien. Maintenant, on passe à la programmation orientée objet. Donc, dans la programmation orientée objet, ou bien dans la programmation orientée objet, donc un programme est composé par plusieurs objets. Donc, on a ici 3 objets. Donc, dans la programmation orientée objet, un programme se compose par plusieurs objets où chaque objet contient des données internes à l'objet lui-même et des traitements ou des fonctions manipulant ces données internes ou d'autres données externes. C'est-à-dire ici, dans la programmation orientée objet, on manipule des objets. Donc, un programme orienté objet est composé par un certain nombre d'objets où chaque objet est composé par des données et par des traitements ou là des fonctions. Les fonctions, ils utilisent les données de l'objet lui-même ou là peuvent utiliser les données d'un autre objet. La différence entre la programmation procédurale est que ici, dans la programmation orientée objet, on favorise les données avant les fonctions. C'est-à-dire, la programmation procédurale, on pense au traitement au premier lieu, ensuite, on passe aux données. Dans la programmation orientée objet, c'est l'inverse. Ici, on pense aux données au premier lieu, c'est-à-dire quelles sont les données de cet objet-là. Ensuite, on pense au traitement ou là aux fonctions. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est clair. D'accord? Donc, dans la programmation orientée objet, donc, notre programme est divisé en parties appelées objets. Donc, notre programme global est divisé en parties. Les parties, il s'appelle objet, c'est-à-dire un programme orienté objet, c'est un ensemble d'objets qui interagissent entre eux. Donc, la programmation orientée objet est un concept de programmation qui se concentre sur l'objet plutôt que sur les actions et les données. Donc, on concentre sur les objets, ou bien chaque objet se compose par un certain nombre de données et un certain nombre de traitements. La différence entre la programmation procédurale et la programmation orientée objet réside dans le fait que dans la programmation procédurale, les programmes sont basés sur des fonctions et les données peuvent être facilement accessibles et modifiables. Et c'est ça l'inconvénient de la programmation procédurale. Donc, la programmation procédurale, les programmes sont basés sur des fonctions
et les données peuvent être facilement accessibles et modifiables par n'importe quelle fonction. Alors, comme programmation orientée objet, chaque programme est constitué d'entités appelées objets qui ne sont pas facilement accessibles et modifiables. C'est-à-dire, on a des droits d'accès aux objets, ou là, aux variables, ou là, aux données. Est-ce que c'est clair le point, la différence par rapport aux données dans la programmation procédurale et la programmation orientée objet? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Donc, les données sont visibles par tout le monde dans la programmation procédurale. Par contre, dans la programmation orientée objet, on peut cacher, si vous voulez, certaines valeurs par rapport à un certain nombre de fonctions d'objets. Si on veut citer les avantages de la programmation orientée objet, donc le concept objet permet d'obtenir des logiciels fiables, évolutifs et faciles à maintenir. On a aussi la facilité d'organisation. On a la notion de lisibilité, la notion de la réutilisation et possibilité d'héritage des données. On a la notion de la facilité de correction et bien sûr, tout ça va engendrer un projet plus facile à gérer. Ces programmes sont souvent très stables, donc les programmes qui se basent sur le paradigme de la programmation orientée objet sont souvent très stables. Les modèles à objets ont été créés pour modéliser le monde réel, c'est-à-dire le but initial de la programmation orientée objet, c'est bien la modélisation du monde réel. Le programme est sécurisé en interdisant ou autorisant l'accès à ces objets ou aux autres parties du programme, c'est-à-dire si nous avons par exemple des données confidentielles qui sont utilisables seulement par exemple par le chef de département ou là, le directeur d'une entreprise ou là, on peut interdire l'accès aux données par rapport à un simple agent ou là, un simple agent qui n'a pas droit d'accéder aux valeurs de ces variables-là. Donc, si nous avons des données qui sont confidentielles, la programmation orientée objet est plus adéquate à ce type de programme. Donc, la programmation objet permet de diviser, si vous voulez, la complexité de votre programme. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? C'est clair? Madame, Oui. madame, vous pouvez réexpliquer le dernier point, la complexité. Oui, bon, en ce qui concerne la complexité, on veut dire par diviser la complexité d'un problème. Par exemple, un programme a plusieurs contraintes. Par exemple, on a la contrainte d'accès aux données. Par exemple, on a des données qui sont visibles, par exemple, par 2 utilisateurs seulement de votre logiciel et d'autres données qui sont visibles seulement par le directeur général de votre logiciel. Par exemple, plusieurs types de données, par exemple des données sous forme d'images, des données sous forme de graphes, des données sous forme de texte, ainsi de suite. Donc, on a plusieurs contraintes et plusieurs paramètres.
La programmation orientée objet permet de diviser cette complexité-là. C'est-à-dire, chaque objet, donc, on va dans le détail, c'est quoi un objet, c'est quoi une classe. Donc ici, chaque objet a un certain rôle à jouer dans le programme général. C'est-à-dire, on divise notre problème, ou là, on divise la complexité de notre problème par un certain nombre de tâches. Hagda, chaque objet ou là, chaque ensemble d'objets a certaines tâches. Chaque ensemble d'objets a une certaine confidentialité. Chaque ensemble d'objets a une certaine, par exemple, type de ou là, un certain type de visibilité de données, ainsi de suite. Ici, la programmation orientée objet, on peut découper notre grand problème vers, vers des sous-problèmes. Est-ce que c'est clair? Justement, il y a la notion d'objet. Donc, on verra par la suite en détail c'est quoi un objet et c'est quoi une classe. Donc, la programmation orientée objet permet de diviser un certain problème complexe en plusieurs sous-problèmes moins complexes. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord. Donc, pour terminer ce premier chapitre d'introduction à la programmation orientée objet, donc, si on veut faire une petite comparaison entre la programmation procédurale et la programmation orientée objet, donc, en ce qui concerne la programmation procédurale, donc, elle sépare les données et les traitements. Donc, on a une séparation entre les données et les traitements dans l'approche ou bien dans le paradigme de la programmation procédurale. On a aussi subdivision basée sur les traitements. La question qui peut être posée dans la programmation procédurale, c'est bien que doit faire mon programme? Donc, si vous remarquez, l'année passée, la programmation, c'est toujours le programme TAC ou donc là, si vous voulez, vous avez un exercice énoncé, donné et problématique. Que doit faire pour résoudre cette problématique? Oui ou non? Oui. Donc, Oui. on pense directement au traitement. Juste après avoir la problématique, on passe directement au traitement. Donc, on pense directement au traitement au premier lieu, sans penser aux données. Ici, on parle des variables. Donc, on pense après la problématique, on pense directement au traitement. Par contre, l'approche orientée objet, on a la manipulation d'un ensemble d'objets qui interagissent entre eux. C'est-à-dire la programmation orientée objet, on a un certain nombre d'objets, on montre cette figure-là, on a un certain nombre d'objets où chaque objet possède des données et des traitements propres à lui. Ensuite, on a une interaction entre ces objets-là. Dans la programmation orientée objet, donc on a subdivision basée sur les données. Donc ici, la programmation orientée objet, on favorise les données par rapport au traitement. Donc, on pense pour résoudre un certain problème en utilisant le paradigme de la programmation orientée objet, on pense au premier lieu aux données, c'est-à-dire quelles sont les données
Ensuite, on pense au traitement. Donc, dans l'approche orientée objet, la question qui doit être posée, c'est de quoi doit être composé mon programme? C'est-à-dire, quelles sont les données qui vont être utilisées pour la réalisation de mon programme? Est-ce que c'est clair la différence entre la programmation procédurale et la programmation orientée objet? Oui. Oui, madame, Oui. c'est clair. Très bien, très bien. Alors, bon, donc, راح 12 و 20. Donc, est-ce que vous êtes libre العشية ولا راني حابة ندير une pause قبل ما نبدا le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre. مدام راه 11 و20. Oui, allez, oui. 21. Oui, oui, هاي 21. Donc شحال قرينا؟ قلنا ساعة و20 هكذا. En effet. Oui, madame. وي وي انا حابه ندير اون باز نخليكم نبعث لكم هذا الباوربوينت زيدوا تشوفوه باش نبدا لو دوزيام شابيتر sur concept de base de la programmation orientée objet. Est-ce que vous êtes libre العشية نزيدوا نديروا 1 heure ولا moins 1 heure 30 40 minutes نكملوا لا سيانس ديالنا. Vers quelle heure? مادام معليش vers 2 heures هكذاك. Vers 2 heures. Oui. D'accord, ok. Non, pas D'accord. 2 heures, 3 heures maintenant. Pardon? Combien de Plutôt temps 3 heures. dure la séance? ما سمعتكمش. اللي قال لي نو قلت لي مسيو. Madame, Oui. صراحة. Oui, oui, vas-y, je vous entends. je vous ai dit, moi ça m'arrange pas 2 heures. Est-ce que vous pouvez vers 3 heures? Oui, est-ce que vous êtes d'accord, Kamel, vers 3 heures? Oui, ça. Oui, madame. Oui, madame. On est d'accord. Vers 3 علاش heures. علاش ما نكملوش دروك؟ دركا حبيتكم تشوفوا à l'aise le premier chapitre. genre كيما يقول لك ترسخوا المعلومات هذوما avant de commencer le deuxième chapitre. Madame, ça je نديرو Oui. C'est mieux de commencer. Pardon? نديرو 1 heure pour العشية. Oui, 1 heure, même pas 1 heure. D'accord. Oui, 1 heure. Juste pour compléter وش بقى لنا. D'accord? On garde le même lien. Oui, on Madame. garde le même lien, oui. T'enregistrer le إلا cours إلا ما ou pas, non مشاش نعاود نبعث لكم un autre lien. Oui, monsieur? T'enregistrer le cours ou pas? كاين un étudiant اللي دار l'enregistrement. Oui ou non? Le cours a été enregistré. S'il vous plaît, monsieur, بعث لي l'enregistrement pour le partager. بعثه لي في لا بواط ميل ديالي. عندك l'adresse ولا نكتبها هنا. D'accord, très bien. نكتب لك l'adresse وبعث لي l'enregistrement pour le partage. مدام ما نقدرش نكملوا دوكا. نو حبيت ديروا بوز باسكو راكم قريتوا ساعه و20 جو بريفير شوفوا دوكا نبعث لكم لو باوربوينت صح الاشياء ماشي كاع نقدروا ناسيستيو مدام سيتي با بريفي. اه بون Oui, madame, ça. Oui, ça madame, c'est un peu chaud pour moi. وقتاش يساعدكم تحبوا غدوه أنا personnellement, je préfère غدوة أشوف نتوما. Oui, madame, غدوة وخلاص. Si y a certaines personnes ما تساعدهمش اليوم نديرو غدوة وخلاص. خلاص قولوا لي غدوه ان شاء الله واش ما الوقت. اللي تحبي مادام خير انتيا. نو نتوما بون انا نقري فاش نقري Non, غدوة عندي une séance de 10h à 11h. Sinon, je suis libre. شوفوا نتوما وقتاش شوفوا ولا تاعكم. نافع مدام. ولا نافع كيما تحبوا. شحال؟ Madame le délégué, il va te contacter après. D'accord. Ok, d'accord. Très bien. Classe, mais là, on fait comme ça. Ah, demain dimanche. Là, maintenant, demain,